Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sein du KIF pour animer une table ronde sur l'éducation et l'immersion. Je me présente, Jean-Marc Mériot, je suis inspecteur général de l'éducation nationale, de la recherche et des sports. Je suis aussi ancien directeur général du réseau Catompe et ancien directeur digital d'Universcience, donc une expérience depuis maintenant plus de 20 ans sur les enjeux images, éducation. Donc on est là aujourd'hui pour parler de l'éducation et de l'immersion. Alors, le monde change, l'éducation doit aussi, bien évidemment, accompagner l'ensemble des révolutions numériques auxquelles nous sommes actuellement confrontés. Plusieurs révolutions, on connaît bien évidemment celle en lien avec l'intelligence artificielle, mais la révolution immersive est en soi aussi une vraie révolution pour le monde de l'éducation. Nous allons essayer de voir en quoi l'éducation permet de mieux apprendre, mieux accompagner les élèves, développer de nouvelles pratiques pédagogiques. C'est tout ça que nous allons aborder avec l'ensemble des panélistes. Et j'ai envie de dire, l'éducation est la mère de toutes les civilisations. Est-ce que l'éducation sera la mère de nos mondes virtuels d'aujourd'hui et de demain? Je vais commencer cette table ronde avec un entretien et je remercie Olivier Debat, vice-président d'Ubisoft Games for Life, donc qui nous expliquera réellement en quoi consiste aujourd'hui son action au sein d'Ubisoft. Nous allons être amenés à pouvoir, à travers cette première demi-heure, essayer de comprendre les enjeux en lien avec le jeu, l'éducation, l'immersion et puis surtout ce rapprochement que Ubisoft aujourd'hui est en train de mener avec cette volonté de pouvoir faire que l'éducation soit au cœur aussi de l'ensemble de ces projets et de ces développements de jeux. C'est à travers aussi cette quête de sens que nous allons aussi être amenés à pouvoir nous interroger puisque bien évidemment nous sommes tous amenés à rechercher cette quête de sens quand on parle d'éducation et c'est tout ça nous allons aussi aborder avec Olivier. Olivier, merci d'être avec nous ce matin pour cette table ronde. Vous êtes donc aujourd'hui VP Games for Life, donc c'est une nouvelle dénomination. Vous m'avez dit qu'il y a eu une grande réorganisation au sein d'Ubisoft ces derniers mois, justement pour redonner du sens aussi un peu à l'ensemble de l'action d'Ubisoft. On a parlé aussi d'éléments de différenciation pour Ubisoft dans l'univers du jeu, de se rapprocher le plus possible aussi de la question de l'éducation. En quoi, dans un premier temps, le jeu et l'éducation on doit faire cause commune, on peut se poser la question comme ça, et puis en quoi l'immersion va donner aussi une vraie dimension à l'éducation dans le jeu. Voilà un peu les questions qu'on peut aborder maintenant. Olivier? Absolument, merci Jean-Marc. Effectivement, nous, à Ubisoft, on est conscient de l'impact qu'ont nos jeux sur nos joueurs et nos joueuses au quotidien. Vous avez certainement des enfants, vous-même vous jouez peut-être, donc vous voyez des gens qui sont engagés, qui vont passer du temps sur leurs écrans, sur leurs ordinateurs, qui vont parfois y jouer avec d'autres. Et nous, on est convaincus de deux choses. On est convaincus que le jeu peut avoir un impact positif. Parce qu'un jeu va faire vivre plusieurs bénéfices, en fait. Quand vous jouez, vous vous divertissez. Donc en soi, le jeu, c'est une formidable machine à faire vivre des émotions. Voilà, vous jouez parce que vous allez vivre des émotions. Vous allez être acteur, vous allez explorer dans un jeu vidéo, donc vous allez vous plonger dans un environnement virtuel, dans un monde de fiction que vous allez découvrir, dans lequel vous allez potentiellement apprendre des choses. Vous allez également aussi dans un jeu, ça nous en sommes complètement convaincus, on le voit aussi par des données que l'on a sur nos joueurs, vous allez développer une confiance en vous-même. En fait, dans un jeu vidéo, perdre fait partie du jeu. Vous tentez quelque chose, vous démarrez, vous perdez, mais c'est pas grave, vous recommencez. Et avant de perdre, vous avez appris quelque chose. Donc le run suivant, vous allez aller un petit peu plus loin, vous êtes dans un environnement finalement de développement relativement bienveillant, voilà, vous allez être exposé à des challenges, vous allez les affronter, vous allez parfois les dépasser, et vous avancerez. Donc on est vraiment dans cette logique de fail, retry, qui finalement n'est pas si courante que ça dans la vie de tous les jours, voilà, que ce soit dans l'éducation. Après, l'éducation, c'est toujours la question de la répétition, la question de revenir, absolument, de travailler sur ses erreurs. Donc, d'une certaine façon, le lien s'effectue aussi à ce niveau-là quand on est amené à jouer. Et sûrement d'ailleurs que c'est sur ces fondamentaux-là qu'il faut aussi axer les points d'accroche entre ces différents environnements. Aujourd'hui, la question aussi de ce que vous êtes amené à pouvoir développer, on va voir une vidéo là dans quelques instants, c'est la question d'aller découvrir des choses que nous n'avons jamais réellement
eu la chance de pouvoir, puisque quand on parle d'histoire, et on va voir ce qui à travers le film qu'on va présenter, cette question de la découverte, et aujourd'hui, c'est quoi aussi d'aller encore plus loin, de dépasser les frontières, c'est cette capacité à se dire, ben voilà, on est là aussi pour aller chercher autre chose et comprendre encore mieux la complexité du monde. Absolument. Nous, on est encore une industrie relativement jeune. Le jeu vidéo, de manière commerciale, c'est maximum 50 ans. Voilà, Pong, c'est 1972, c'est aussi l'année de ma naissance. Donc, on est à peu près au niveau où le cinéma en était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on en est vraiment qu'au tout début. Et on est convaincu qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc, on s'interroge sur nos propres marques. Et voilà, c'est un peu notre rôle. Et si on prend notre marque qui a le plus de succès, Assassin's Creed, c'est un jeu d'action, connu notamment pour l'attention qui a été accordée à la recréation de périodes historiques. Donc on a notamment récemment, il y a quelques années, lancé Assassin's Creed Origins, qui se passe dans l'Égypte de Cléopâtre. Jeu remarquable, mais qui reste un jeu d'action-aventure, dans lequel voilà, vous allez passer une grande partie de votre temps à vous battre. Donc on est conscient que le public qui va venir vers ce genre d'expérience n'est qu'une partie finalement du public qui pourrait être intéressé par cet univers-là. Si on offrait d'autres activités, si on offrait la possibilité de parcourir le monde sans être en permanence assailli, voilà, on est convaincu que des tas de gens pourraient venir dans cet univers, découvrir l'Égypte, découvrir le mode de vie de l'époque, apprendre de l'histoire, rencontrer Cléopâtre, rencontrer César à l'époque et mieux comprendre les enjeux géopolitiques de l'époque. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la vidéo, comme ça nous permettra d'avoir voilà, celle autour de la découverte du monde, hein, Discovery Act. Donc, je vous propose que nous puissions lancer cette vidéo et faire que ça puisse ensuite, on puisse rebondir dessus aussi et montrer aussi la puissance de ce type de proposition en matière de jeu. In Assassin's Creed, traditionally, there is, yes, an action component, which is very important, but there is also a very contemplative aspect. In the Discovery Tour, we really wanted to focus the main experience on discovering and learning. And all of a sudden, you're not in the game anymore. You're just in Egypt, enjoying it, and looking at the world like never before. It started off in 2014. A lot of professors were contacting us saying, hey, you know what? It would be amazing if you could do a dedicated mode for us so that we could use that into classrooms. It's been on our mind ever since. We were thinking like, all right, how can we make the game different? Something that would be interesting for students, but also that would be interesting for our players. The idea is to be able to share the entire world without heavy narrative or fight control that would be a barrier. And we just let you enjoy the entire world, but keeping the interactivity of the game, which is, I think, very important for such a tool. So in addition to explore the entire world, we decided to add more than 75 tours that are thematically framed. Most of the tours will be about the architecture, the people, the way of life. But we have also very specific stations that are clearly identified, where we will try to tell more about our development process so that people understand a bit better the development of video games. Voilà, on voit bien qu'à travers cet exemple très concret hein, de cette vidéo et du jeu que vous avez été amené à pouvoir développer, les enjeux en matière de découverte et apprentissage, les créateurs l'expliquent bien. En quoi aussi la capacité à faire qu'on puisse créer du lien entre ces différents mondes, parce qu'on voit bien que vous avez commencé par l'Égypte et puis vous avez élargi ensuite à d'autres environnements, à d'autres périodes historiques, et donc c'est cette création du lien aussi entre ces différents environnements. Qu'est-ce que vous cherchez aussi à pouvoir proposer à travers justement cette capacité de créer du lien entre ces différents environnements? Alors, non seulement nous recréons différentes périodes historiques, et nous avons maintenant des Discovery Tours pour chaque itération d'Assassin's Creed, nous avons également élargi la palette des possibles à l'intérieur de ces expériences-là. Donc on va
de plus en plus loin dans ce que les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir. Dans le Discovery Tour pour Assassin's Creed Odyssey, qui était le jeu suivant, qui lui se passe dans la Grèce antique, les joueurs dans le Discovery Tour vont pouvoir vivre la vie des gens qui vivaient à l'époque. Ils vont pouvoir devenir les forgerons, les agriculteurs, tous ces métiers de l'époque, donc les incarner, les jouer, les vivre. Les utilisateurs également peuvent également créer leur propre mission. Dans Assassin's Creed Odyssey, on a rajouté ce que dans notre jargon on appelle de l'UGC, du contenu généré par l'utilisateur, qui permet aux gens de créer leur propre mission, sans vraiment leur donner des consignes particulière. Donc les utilisateurs étaient relativement libres de faire ce qu'ils voulaient. Donc ils avaient l'avantage de pouvoir bénéficier de tous les décors, de tous les personnages historiques de la Grèce antique qu'on retrouvait dans le jeu. Donc on a vu des gens qui les réutilisaient à diverses fins. On voyait des gens carrément qui recréaient des pièces de théâtre à l'intérieur du jeu. J'ai accès à différents personnages célèbres du théâtre classique. Voilà, je les réunis à Athènes et je prends les dialogues d'une œuvre classique et je recrée moi-même ma pièce de théâtre et je peux la diffuser potentiellement à mes élèves, à ma classe. Donc on pense aussi à tous ces usages-là qui finalement enrichissent l'activité communautaire autour de notre jeu. On n'est pas là finalement pour dicter ce que les joueurs veulent vivre. On est conscient que le jeu peut être aussi une capacité de réalisation pour les gens qui ont ces jeux-là dans les mains. Donc on les laisse aussi s'exprimer. On voit bien à travers les exemples et à travers cet exemple-là qu'on est dans un monde immersif qui n'est pas spécialement celui avec un casque de réalité virtuelle. On est vraiment sur la question de l'immersion avec cette capacité à pouvoir nous amener dans d'autres univers. Donc c'est important aussi, je pense, aujourd'hui dans le monde et en particulier quand on parle d'éducation, de bien repositionner aussi ce qu'est l'immersion et ce que va apporter l'immersion dans toutes ses dimensions et pas seulement à travers l'utilisation du casque ou d'autres types d'outils virtuels. Et donc la question aussi, et la question que je vous pose, c'est comment vous utilisez aussi ces outils virtuels, casques des réalités augmentées ou dans la création de vos jeux. Qu'est-ce que ça apporte de plus aussi en matière d'immersion et en matière sûrement pédagogique aussi et d'éducation? Qu'est-ce que vous recherchez à partir du moment où vous allez encore plus loin dans ces enjeux d'immersion? Effectivement, le jeu vidéo traditionnel comme Assassin's Creed est limité en termes d'émission. On est face à un écran, donc on sollicite seulement une partie du champ visuel. Le son que vous entendez vient des haut-parleurs de votre téléviseur et globalement, les autres sens ne sont pas sollicités par l'expérience. La VR, l'AR, d'autres développements comme le Natural Language Processing, la capacité à parler maintenant avec une machine, ouvrent de nouvelles portes qu'on commence à explorer. C'est aussi notre rôle au sein d'Ubisoft, d'explorer toutes ces nouvelles technologies qui commencent à arriver, qui ne sont pas encore forcément mainstream, pour lesquelles on n'a pas forcément un business suffisamment grand pour engager tous les moyens de nos studios. Donc on va explorer des choses. Et la réalité virtuelle, notamment, qui maintenant arrive à un certain niveau de maturité grâce à l'arrivée d'Oculus sur le marché, notamment, nous permet d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on va pouvoir faire en termes d'immersion. Parce que là, dans la réalité virtuelle, vous allez pouvoir ramener le toucher. Vous êtes présent dans un espace virtuel qui vous enveloppe tout autour de vous. Donc votre corps vous renvoie une impression de présence. Vous êtes quelque part autour de vous. Donc vous pouvez vous diriger vers quelque chose, vous pouvez essayer de toucher, d'agripper, vous avez des réflexes naturels que l'on mesure dans nos laboratoires, voilà, des gens qui essaient naturellement d'agripper quelque chose. Et comme vous êtes dans un environnement qui est complètement simulé, on va aussi pouvoir vous exposer, vous mettre en contact avec des choses que vous n'auriez pas l'opportunité de rencontrer dans le monde de tous les jours. On va pouvoir vous mettre face à des situations qui pourraient être dangereuses. On va pouvoir vous donner accès à de l'infiniment petit, parce qu'on est capable de scaler tout ce qu'on veut. Donc on a réalisé un ensemble de prototypes autour de ces sujets-là pour évangéliser auprès de nos équipes de développement certains de ces possibles. Oui,
Alors justement, pour revenir aussi sur cette question d'évangélisation, en préparant la table ronde, on a pas mal échangé aussi sur comment on est amené aussi à accompagner chacun des créateurs chez Ubisoft, à prendre conscience aussi de toutes ces évolutions et aussi à intégrer les enjeux de découverte, de pédagogie, d'éducation. Donc comment vous êtes amené à travailler aujourd'hui? Comment vous êtes aussi amené à travailler avec entre autres le monde de la recherche? C'est vrai que cette ouverture aujourd'hui, voilà, avec le monde universitaire, avec un certain nombre de laboratoires de recherche, avec tout ce qui concerne voilà, les sciences cognitives. Donc aujourd'hui, comment vous vous positionnez et quel est votre rôle aussi à travers ce lien avec le monde de la recherche? La science nous permet de simuler des choses que nous allons rendre ludiques et amusantes. Donc voilà, une balle que vous jetez, l'air de rien, voilà, si vous faites du tennis, c'est de la physique en fait. Voilà, c'est un objet avec une vélocité, elle a une élasticité, donc elle va rebondir. Donc voilà, jouer au tennis, l'air de rien, vous fait utiliser de la physique. Grâce au virtuel, nous, on va pouvoir injecter davantage de ces simulations-là. Pour les rendre ludiques, pour aussi faire prendre conscience parfois aux joueurs de certaines problématiques du monde réel. Voilà, la puissance de calcul de nos machines évoluant, voilà, le type de simulation économique, voire même climatique, deviendra à terme relativement accessible à des communautés de joueurs. Donc pour faire comprendre certains enjeux, voilà, on commence à voir le CNRS notamment qui travaille sur des jeux de plateau. Je vous propose qu'on regarde une vidéo. On a une vidéo sur l'expérience autour de la chimie en particulier, qui permet là aussi de pouvoir montrer justement cette question autour de voilà du geste et de ce qu'on est en capacité de faire avec l'ensemble des molécules. On regarde la vidéo sur la chimie. Alors, vous pouvez commenter, parce qu'il n'y a pas de... Donc là, nous, on part toujours dans le jeu vidéo. On se dit, même si on utilise de la science, on fait des produits de divertissement. Donc l'inspiration, voilà, pour les gens de notre génération, on va dire, c'est un petit peu MacGyver, la série télévisée des années 80, espion brillantissime qui devait avoir un PhD justement du MIT et qui était, à chaque fois qu'il était prisonnier, capable de s'évader en utilisant les objets qui l'entouraient. Bon, dans ce jeu-là, c'est exactement la même chose. C'est un escape game. En fait, vous êtes prisonnier dans une salle. Voilà, vous avez une porte, elle est fermée par un cadenas. Donc, à vous de trouver des objets, des indices. Voilà, vous avez tout un ensemble d'informations sur les journaux. Vous avez des objets. Et grâce à la réalité virtuelle, voilà, vous allez pouvoir prendre ces objets-là. Vous allez identifier la molécule principale qui les constitue. Et boum, vous allez avoir directement accès à la molécule. Donc, vous prenez cette molécule dans vos mains, en fait, voilà, vous la tenez un atome dans chaque main, vous allez être capable d'arracher les atomes en brisant les liaisons, et en prenant ces atomes, voilà, de les réassembler, de créer de nouvelles molécules, et en utilisant tous les indices autour de vous, à vous de trouver le type de solution qui pourrait vous amener à vous échapper. Est-ce que vous allez être capable de créer un acide? Est-ce que vous allez être capable de créer un produit explosif? À vous d'être créatif pour trouver des solutions. Donc là, comme vous le voyez, on met le joueur déjà face à des situations que vous ne pourriez pas déployer en classe parce que faire des explosifs et de l'acide, voilà, en tant que parent d'élève, je pense que j'aurais du mal à vous signer une dérogation. Et on va vous donner accès à de l'infiniment petit. Voilà, voir des choses au niveau atomique et moléculaire, ça demande du matériel de laboratoire qui n'est pas accessible à tout un chacun. Bon voilà, ça c'est une des vraies forces de la réalité virtuelle, de l'intégration aussi de la science dans ce qu'on fait. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a développé tous ces partenariats. On finance une chaire à l'école polytechnique, la chaire Sciences et Jeux vidéo, voilà, qui permet non seulement aussi de montrer à tous ces jeunes ingénieurs que la science et tout ce qu'ils apprennent de très haut niveau en mathématiques et en physique peut les amener aussi vers des activités ludiques. Voilà, le monde du jeu vidéo en termes de métier, de ce qu'on y fait, peut rester aussi un petit peu mystérieux. Moi-même, j'ai fait des études dans un tout autre domaine que le jeu vidéo. Donc on leur montre que ces choses-là sont possibles. Et le jeu vidéo aussi, économiquement, a démocratisé, on va dire, certains moyens de simulation. Si vous revenez en arrière dans le temps, dans les années 90, la 3D, tout ça, ça s'appuyait sur des appareils extrêmement coûteux, complexes, des stations de travail de Silicon Graphics. Et quand les joueurs, eux, ont commencé à créer une demande, à se dire « moi je veux jouer à Quake, j'ai besoin d'une machine qui me permet de faire de la 3D
puissante. Voilà, là, on a basculé, le monde des semi-conducteurs a basculé. On a vu émerger des acteurs comme Nvidia et ATI qui se sont lancés par l'électronique grand public dans le domaine de la simulation. Et maintenant, voilà, vous allez chez Renault, vous avez des ingénieurs avec des casques Oculus, les mêmes que ceux que vous pouvez acheter. Et aujourd'hui, la question aussi de pouvoir lever un certain niveau d'abstraction pour pouvoir là aussi faire que dans les processus d'apprentissage, on puisse se poser un certain nombre d'autres questions. C'est aussi des questions importantes que vous devez être amené à vous poser. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir voir la vidéo sur la musique parce qu'on voit bien que là, on est aussi dans un autre environnement où justement, on dépasse la pure utilisation de l'outil musical en tant que tel et de l'instrument musical en tant que tel. Et on va chercher là aussi à lever un certain niveau d'abstraction et c'est aussi à travers cette dimension-là qu'on est amené à pouvoir encore aller plus loin en matière d'apprentissage. On regarde la vidéo, en tout cas vous commentez la vidéo et puis ensuite on est amené à... Voilà. Donc la vidéo vient d'une réflexion au départ sur le type d'instrument dans lequel les jeunes rentrent. À l'heure actuelle, voilà. Désolé de vous décevoir, mais les enfants ne veulent pas forcément faire du violon ou du piano, c'est plutôt une demande des parents, la flûte à bec non plus. Je pense que les enfants veulent faire de la production musicale pour Cardi B et des artistes de ce genre-là, donc ils vont commencer par acheter un séquenceur. Et un séquenceur, c'est quand même un appareil relativement compliqué, avec des menus complètement incompréhensibles. Donc nous, on s'est dit, tiens, essayons de rendre tout cela beaucoup plus ludique. Apprenons les bases de la construction de musique par un séquenceur en réalité virtuelle. Et on verra après que les autres types de bénéfices qu'amène la réalité virtuelle. Donc là, le joueur va traverser une série de niveaux où dans chaque niveau, on va lui jouer une partition, en fait, un track dans lequel un instrument va jouer certains beats, sur certains temps. Donc on va développer l'oreille musicale du joueur en lui demandant de reconnaître tiens, quel instrument va être joué à quel temps. Parce que là, le séquençage, finalement, c'est ça, c'est-à-dire tiens, je vais prendre l'instrument sur une ligne, sur un track, et je vais le faire jouer sur quel temps. Donc on a toute une progression, vous commencez d'abord avec un seul track, un seul instrument. Quand vous réussissez à identifier à quel temps sont jouées les notes, bon, vous progressez vers le niveau suivant, où là vous aurez deux instruments, donc vous développerez votre oreille également en apprenant finalement un autre type d'instrument auquel vous n'avez peut-être pas été confronté dans la vie de tous les jours. Et on a voulu essayer la réalité virtuelle. Au départ, ça vient d'un proto de deux de mes collègues qui l'avaient fait sur un PC complètement traditionnel. Mais avec la réalité virtuelle, je voulais explorer la gestuelle et notamment le toucher. On arrive maintenant avec les casques commerciaux à traquer les mains. Ce que vous voyez, ce sont vraiment les mains de la personne qui joue. Donc on se disait, tiens, est-ce qu'on peut recréer la sensation de toucher? Est-ce que je vais pouvoir faire un glissando, par exemple, en caressant une main avec l'autre? Tout ça, ça crée des choses qui sont aussi extrêmement intéressantes. En fait, une caresse, l'air de rien, c'est aussi un geste qui est plutôt affectueux, un geste de soin qui est tactilement agréable. Donc on voulait aussi rajouter un petit peu cette composante-là et solliciter un sens qui finalement est très peu utilisé dans le jeu vidéo. Alors qu'elle se dire, est-ce que je peux jouer avec mon propre corps? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'assez agréable? On n'y est pas encore à l'heure actuelle parce que la technologie ne permet pas de différencier deux mains car elles se recouvrent, mais voilà, on est confiant sur la capacité de nos partenaires à faire avancer ces choses-là. Donc voilà, on arrivera à terme à ramener tous ces sens-là et à les utiliser au maximum dans les expériences immersives de demain. Donc la question des sens est aussi une question très importante. Aujourd'hui, c'est quoi les fondamentaux quand on est amené à parler d'immersion? Qu'est-ce que vous cherchez réellement à pouvoir apporter comme expérience utilisateur supplémentaire? On a parlé du sens, mais quels sont aussi les autres éléments qui viennent renforcer aussi la présence du joueur et au-delà de ça, de l'utilisateur quand on est amené à utiliser des ressources et des outils numériques? On doit en permanence garder à l'esprit que pour un utilisateur, la réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose de très, très, très fort émotionnellement. Vous êtes plongé dans un univers qui n'a rien à voir avec l'univers dans lequel vous étiez avant d'enfiler le casque. Donc ça peut être assez déstabilisant.
Des gens peuvent avoir facilement peur de quelque chose qui n'est pas naturel pour eux. Votre corps également vous dit, tiens, je suis physiquement ancré au sol, j'ai les 2 pieds sur le sol, mon oreille interne me dit que je ne me déplace pas. Donc vous devez faire attention à tous les mouvements virtuels que vous recréez, qui peuvent être parfois assez mal vécus. Donc comprendre le fonctionnement du corps humain, faire en sorte que ce qu'on fait dans le virtuel reste en adéquation avec ce que la personne fait dans le monde réel, est à mon sens une composante que tous les créateurs de réalité virtuelle devraient garder à l'esprit. Et ensuite, voilà, en termes d'ouverture des possibles, on va dire, c'est sans fin. Enfin, je pense que je vous ramènerai autant de créateurs de réalité virtuelle que vous voudrez, vous aurez autant de pistes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. On est au début de l'histoire. De choses voilà. fascinantes. Et quand on est au début de cette histoire, la question aussi qui vient se poser, c'est comment on arrive à former l'ensemble de ceux qui créent ces environnements virtuels. On a parlé aussi que vous étiez amené à avoir développé un design campus totalement virtuel. Comment vous positionnez aussi aujourd'hui ces enjeux en matière de formation de l'ensemble des personnels d'Ubisoft et vous m'avez dit que vous étiez aussi responsable de l'université interne d'Ubisoft. Comment tout ça peut se passer et comment on est amené aussi à pouvoir mieux accompagner chaque collaborateur? Effectivement, on a la chance d'avoir un programme de formation interne pour nos designers. Donc, on va pouvoir, nous, de notre côté, réaliser certains prototypes et les réunir ou maintenant leur faire tester à distance, on va dire, l'ensemble de ces prototypes-là, qui les inspireront potentiellement, qui leur donneront envie aussi de tenter, peut-être même commercialement, d'aller vers ces marchés-là. Donc, on est à même aussi de valider un certain nombre de ces projets-là. On va commencer petit parfois pour tester le marché. Donc en termes de réalité virtuelle notamment, on a commencé par des prototypes. Voilà, on a réuni des gens, on a invité des gens de nos partenaires qui travaillaient sur les casques, on montrait tout ce que chacun faisait un petit peu dans son coin, on partageait nos découvertes, ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est parfois au début beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et par tous les outils informatiques de partage qu'on a dans l'entreprise, voilà, on publie tout ça, on publie des vidéos, des webcasts, des podcasts, voilà, tous les types de supports pédagogiques que vous pouvez imaginer, et nos collaborateurs et nos collaboratrices peuvent télécharger ces prototypes-là, les regarder, on les commente, voilà. On a recruté également un directeur scientifique qui est un vulgarisateur très connu dans le public, donc David Guapre qui dirige la chaîne Science Étonnante sur YouTube, voilà, lui-même réalise un grand nombre de simulations qu'il commente pour montrer notamment en termes d'IA et de simulation tout ce que nous pourrions faire dans les jeux de demain. Donc voilà, c'est tout un travail d'évangélisation au quotidien qui est aussi aligné avec notre côté un petit peu prof aussi, on va dire, au quotidien, pour transmettre. On aura l'occasion de rebondir aussi sur les enjeux de formation au cours du reste de la table ronde. Je voudrais aborder une dernière question avec vous parce que je sais aussi qu'elle vous tient à cœur. C'est la question de l'accessibilité. On sait que la question, voilà, pour les élèves et les enfants en situation de handicap, cette question de l'immersion aussi peut apporter beaucoup. Aujourd'hui, comment vous intégrez aussi cette question autour de l'accessibilité et faire que, d'une certaine façon, et on sait que quand on développe un objet numérique pour des élèves en situation de handicap, ça sert à tout le monde, ça sert pas spécifiquement aux élèves en situation de handicap. Et donc là aussi, c'est un enjeu pour vous en matière de développement de cette accessibilité? Vous l'avez dit, la clé, c'est de se dire que ce qu'on fait pour de l'accessibilité, ça bénéficie à tout le monde, en fait. On ne design pas quelque chose pour une population en particulier qui aurait tel ou tel trouble de l'apprentissage, par exemple, mais on va faire des choses qui vont bénéficier à tout le monde, parce que nous-mêmes, joueurs, on va vieillir potentiellement, voilà. Mes articulations n'ont plus la même capacité à manier un pad que quand j'avais 20 ans. Ma vue baisse, donc voilà, je reste un gamer. Et on peut aussi se servir de l'immersion pour sensibiliser à des problématiques, faire vivre, vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. On a pu voir les travaux de Philippe Bertrand, qui est un jeune chercheur au
au CRI à Paris, qui a lui développé des expériences de réalité virtuelle, notamment pour sensibiliser les métiers de l'éducation aux troubles liés à la dyslexie. Donc il a réalisé une expérience qui est complètement bouleversante, qui est une expérience en vidéo 360 qui vous met dans la peau d'un élève dyslexique. Donc l'élève va devoir recopier une phrase que son professeur a écrite au tableau. Et comme il est dyslexique, il ne la perçoit pas comme le reste de ses camarades. Donc en la recopiant, il écrit quelque chose qui fait que ses camarades de classe vont se moquer de lui. Et quand vous êtes dans sa peau, en réalité virtuelle, quand vous êtes assis à son pupitre, quand vous avez l'impression que vous avez vraiment recopié ce qui était écrit au tableau, que vous voyez tous vos camarades de classe qui se moquent de vous, c'est extrêmement fort. Et là, vous comprenez, bah ouais, la dyslexie, ça fait ça, ce pauvre gamin, il a raison en fait, il a fait ce que ses sens lui disaient de faire, donc il ne comprend pas pourquoi on se moque de lui. Et je pense que quand on est enseignant ou quand on n'est pas forcément sensibilisé à ces questions-là, je pense qu'on comprend de manière immédiate, hyper intuitive, ces problématiques-là. Donc, ça a vraiment un potentiel super fort pour aussi toutes ces... Merci Olivier pour toutes ces présentations et tous ces apports et tout ce partage d'expérience. On va continuer. Vous allez rester avec moi pendant le reste de la table ronde. On va accueillir deux nouveaux panélistes avec nous. Christine François, qui est la déléguée académique au numérique de l'Académie de Nancy-Metz, et Louis Janin, coprésident de la société Foxart. Je vous propose qu'ils nous rejoignent pour Bonjour à vous deux, merci d'être présents avec nous pour continuer les échanges sur l'éducation. On a bien vu à travers le dernier exemple que Olivier nous a donné sur les enjeux en matière de dyslexie que le monde virtuel peut nous apporter aussi beaucoup, et en tout cas on peut accompagner aussi différemment l'apprentissage des élèves. Christine François, merci d'être là. Donc vous êtes déléguée académique au numérique de l'Académie de Nancy. Alors vous allez nous expliquer un peu ce qu'est un délégué académique au numérique, mais en tout cas, vous êtes une des expertes régionales, on va dire, sur la question du numérique, et puis au-delà, même nationale, sur tous ces enjeux en matière d'éducation et numérique. Et puis Louis Janin, merci d'être aussi présent avec nous. Vous êtes coprésident d'une jeune start-up qui s'appelle Foxart, qui a pour ambition de devenir un peu l'illustration du 21e siècle. Je faisais l'analogie avec l'illustration du début du 20e, voilà, à travers aussi ce que vous êtes amené à pouvoir créer, c'est-à-dire des maquettes en réalité virtuelle pour pouvoir accompagner aussi tous les élèves. Alors, Christine, quand on a préparé cette table ronde, on a échangé aussi beaucoup sur ce que nous étions en train de vivre aujourd'hui à travers la pandémie et sur le fait que nous étions rentrés aussi très souvent dans une virtualité des relations, dans une hybridation des apprentissages. Et donc, tout de suite, vous m'avez été amené à me préciser que on avait changé d'environnement et entre autres que la pandémie nous avait été amené à nous changer aussi de rapport vis-à-vis du monde virtuel. C'est tout à fait exact. Il est vrai que là, les présentations qui sont faites nous ouvrent tout un champ et sur lesquels on aurait pu penser qu'elles étaient éloignées de nous. En réalité, par la nécessité d'assurer la continuité pédagogique pour nos enfants, pour nos élèves, en réalité, on a installé des pratiques de travail. Les professeurs se sont fortement mobilisés pour installer des pratiques de travail très différentes qui permettent à la fois d'être en immersion totale pour de l'enseignement à distance ou pour des temps à distance, et puis aussi des temps hybrides. Et pour cela, ils se sont inspirés des pratiques du monde de l'entreprise et de toutes les technologies qui étaient présentes. Et l'année dernière, on a fait quelque chose que nous n'aurions pas pu penser ou même rêver sur un temps si court. On a par exemple organisé les journées portes ouvertes des lycées dans un environnement totalement immersif. Donc, c'est des bons en avant que nous sommes en train de faire.
et peut-être certains d'entre vous, en tant que parents, vous avez eu la chance d'en bénéficier. Ce sur quoi on a vraiment un point de vigilance très important dans le métier qui est le mien, c'est de capitaliser ces transformations qui sont en train de s'opérer. C'est-à-dire que la pandémie a été un accélérateur vraiment très puissant des modifications des pratiques, des transformations des usagers. Tout un ensemble de barrières et de représentations sont tombées sur la question du numérique éducatif. Il y a tout un ensemble de débats sur lesquels on ne discute plus. Non, le numérique remplacera pas l'enseignant au cœur de la classe, au cœur de la transmission des apprentissages. Et oui, le numérique peut adosser, aider, compléter, élargir, ouvrir les frontières du monde de l'enseignant, du monde de l'enfant et résoudre tout un ensemble d'enjeux sociétaux auxquels on est confronté. Très bien. Pour revenir justement sur cette question des environnements virtuels, je vous propose qu'on regarde une vidéo qui a été réalisée par Canopé, donc le réseau de création et d'accompagnement des offres pédagogiques et opérateur du ministère de l'Éducation nationale, qui a fait tout un travail autour de justement ces questions autour de l'immersion. Et là, on est dans la création d'un collège virtuel où justement on peut développer de nouveaux espaces et de nouveaux liens entre les élèves et les profs. Je vous propose que nous regardions cette vidéo du collège virtuel. Collège virtuel. Je pense qu'elle va bientôt arriver. Voilà. Nous expérimentons actuellement un projet dit de collège virtuel, un projet de pédagogie immersive. Alors sur l'établissement, on est quand même organisé pour faire tout ça. Alors on a un technicien informatique qui est là pour tout l'aspect technique, mais on a aussi un coordonnateur de projet, Monsieur Garcia, qui est un professeur de mathématiques, et qui lui fait le lien entre la recherche, entre les enseignants, sur les aspects pédagogiques du projet. Les élèves et les enseignants sont représentés au moyen d'avatars. Ils ont chacun des avatars personnalisables. Et au moyen de ces avatars, ils peuvent se retrouver dans cet espace virtuel pour avoir des activités pédagogiques. Beim Eingang zur Ausstellung. Ihr klickt auf das Schild Ausstellung. Il s'agit d'une rencontre des élèves français qui sont donc allés à l'intérieur du collège virtuel, puis se sont rendus sur un lieu de rendez-vous pour rencontrer des élèves germanophones dans la salle où ceux-ci avaient préparé une exposition sur leur ville. Tu l'entends? Ja. Good. Donc le deuxième type d'activité, ce sont des activités qui s'inscrivent dans le dispositif devoir fait. Dans ce dispositif-là, les élèves se connectent depuis leur domicile sur la plateforme au moyen d'avatar. Les professeurs se connectent depuis le collège ou depuis leur domicile au moyen de l'avatar également. Et là, on a des séances de soutien, voire dans certains cas d'approfondissement sur certaines notions avec les élèves. Voilà, c'est le collège virtuel. C'est là où on va répondre aux questions de Madame Léautier. Ready for number 2? Yes. Yes. Good. Oh my God, Clément, where are you? Pour vous donner quelques exemples de séances, sur les mathématiques, il y a eu des séances de repérage, déplacement, des séances de construction d'objets en géométrie dans l'espace et la réalisation d'expositions ensuite visitées par nos partenaires étrangers avec du support multimédia qui peut être du support audio, du support vidéo, du support logiciel qui est déposé sur les objets fabriqués par les élèves à l'intérieur du collège virtuel. Ce que ce type de projet apporte aux élèves, c'est avant tout une motivation par la nouveauté. C'est un environnement qui est assez ludique et qui leur permet de se retrancher derrière leur avatar tout en communiquant quand même. Et puis, ce projet constitue aussi un projet intéressant dans le cadre des réseaux d'établissements sur le secteur géographique du Collège de Fontaine, où on peut travailler là aussi avec des écoles primaires, avec des lycées de notre secteur et faire donc des cours sans déplacer les élèves à travers la plateforme et donc de mutualiser les apports de chaque enseignant,
sur une même séance de cours, ce que nous ne pourrions pas faire physiquement parlant, de par les différences géographiques entre les différents élèves. Vers cet exemple, hein, on est vraiment là dans la virtualité des échanges et cette capacité à pouvoir créer aussi d'autres mondes. Et on a bien, la prof d'allemand l'expliquait bien, cette capacité aussi qu'ont les élèves à se retrancher derrière leur avatar pour peut-être mieux communiquer. C'est une question aussi qui est soulevée à travers l'utilisation de ces environnements-là, c'est-à-dire la capacité aussi des élèves à dépasser certains freins. Et donc là, on voit bien que c'est à travers ces expériences très concrètes et que la virtualité et les mondes virtuels sont déjà présents dans l'éducation. Qu'est-ce que ça amène aussi en matière de nouvelles pratiques pédagogiques et d'échanges entre les élèves, les professeurs, même les parents? C'est vrai que je rebondis par rapport aux propos précédents, c'est-à-dire grâce au numérique, on agit et on utilise des leviers que nous avons par le monde du numérique. On a beaucoup développé les jeux, la ludification, les escape games, les plateaux de jeux. On travaille aussi sur les CRR et c'est vraiment fondamental de travailler la notion de l'évaluation, enfin de dépasser la question de l'évaluation de l'enfant dans ses apprentissages de la note, mais plutôt sur de l'autopositionnement, de la capacité critique de l'enfant. Et donc, on voit bien que aussi se joue la représentation de soi, la mise en avant parfois qu'il faut dépasser chez l'élève dans certains types d'apprentissage, notamment au travers les langues. Et on voit que le numérique offre vraiment des outils complémentaires. Après, on s'adapte constamment à la personnalité de l'enfant et aux obstacles cognitifs qu'il rencontre, c'est-à-dire ce qui est valable pour un n'est pas valable pour l'autre. Et on a vraiment une multiplicité des activités pédagogiques qui permettent de surmonter des freins individuels. Donc, pour moi, le numérique, c'est véritablement une très belle palette d'outils complémentaires aux outils déjà disponibles dans le milieu des enseignants. Et c'est vrai que le métier qui est le mien, c'est vraiment ça, c'est un vrai travail de veille sur tout ce qui est disponible, les forces en présence que vous êtes aujourd'hui, et aussi le monde de la recherche, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises et tout à l'heure sur l'autre table ronde aussi. Il est très important à la fois d'être partenaire des collègues de la recherche pour savoir ce qui sort là en ce moment des laboratoires, donc être en phase en amont, et puis aussi de s'adosser à la recherche pour évaluer les transformations qui se jouent et à quel moment il y a une plus-value pédagogique ou à quel moment on est sur du gadget. Pourquoi pas après assumer en disant là je suis sur du gadget motivationnel, pourquoi pas. Mais en tout cas aujourd'hui on a vraiment des outils numériques comme ces situations d'immersion qui sont vraiment des vrais atouts pour notamment par exemple l'apprentissage des langues ou l'apprentissage des manipulations. C'est vrai qu'on a souvent des expériences autour des mathématiques ou de la science physique, où là vraiment le numérique apporte le numérique immersif apporte vraiment des plus-values. Et on le verra tout à l'heure. Voilà. Du coup, c'est une belle transition avec justement la société Foxart, représentée aujourd'hui par Louis Janin. Louis, en fin de compte, vous avez été amené, vous êtes jeune start-upper, hein, vous avez une jeune société qui s'appelle Foxart. Vous êtes amené à développer des maquettes. Alors quand on a préparé la table ronde, vous avez dit j'ai envie de faire les maquettes de C'est pas sorcier. Donc tout à l'heure c'était MacGyver, vous C'est pas sorcier. Donc on est vraiment dans les environnements quand même télé. Hein, on reste quand même dans tout ça, mais la question c'est de pouvoir montrer ces maquettes et de faire qu'on puisse être amené là aussi à lever un certain niveau d'abstraction. On en parlait tout à l'heure et développer aussi le fait que certains élèves ne visualisent pas les choses de la même façon et donc leur offrir un même degré de visualisation, c'est aussi l'objectif que vous cherchez. Alors, vous êtes jeune créateur d'entreprise, vous avez été aussi formé au sein de l'école d'ingénieurs des arts et métiers à Chalon-sur-Saône. Oui. Et justement, ça aussi, c'est important de le spécifier parce qu'à Chalon-sur-Saône, c'est créé spécifiquement une formation sur l'AR et la VR. Oui. Et on sait que l'image animée vient de Chalon-sur-Saône aussi, en particulier, à travers le développement. Donc, expliquez-nous aussi quel a été votre parcours et pourquoi l'éducation? Alors oui, c'est ça. Déjà, à Chalon-sur-Saône, le master qu'on a fait, il est sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe depuis plus de 17 ans, presque 20 ans, je crois. Et il travaillait sur ces technologies-là depuis le début des années 2000.
Et donc l'idée de Foxar, on a donc déjà pourquoi on est parti sur ce projet. On avait vraiment envie à la fin de nos études de travailler sur un sujet utile, quelque chose qui a du sens pour nous, utile pour la société, et en plus en étant passionné par la science, par la vulgarisation scientifique, la pédagogie, on a réuni tout ça et on a choisi l'éducation par passion et par conviction. Et donc l'idée, c'est de prendre tous les points du programme scolaire, de l'école primaire jusqu'au lycée et aussi même après, tous les points un peu abstraits dans le programme qui sont un peu compliqués pour les élèves à comprendre avec les illustrations habituelles, où ça va être difficile pour beaucoup d'élèves, malheureusement, même une majorité, de passer d'une illustration classique sur le papier à la bonne représentation mentale en 3 dimensions, en mouvement de la notion. Donc l'idée, c'est de donner ces représentations mentales beaucoup plus directement, beaucoup plus facilement grâce à la réalité augmentée. Donc sur tous ces points, on fait une maquette sur un point bien précis du programme. Et cette maquette, ensuite, elle peut être vue à travers une tablette dans le monde réel. Donc c'est de l'immersion inverse un peu. On immerge un objet virtuel dans le monde réel. Et ça va permettre aux élèves de la visualiser comme si elle était là. Et donc, en plus d'avoir des interactions, une ergonomie qui est très simple parce que je vous propose qu'on regarde un peu parce qu'on a une vidéo aussi qui va nous permettre que vous allez commenter, qui va nous permettre là aussi de pouvoir vraiment illustrer ce que vous dites. Donc, je vous propose qu'on regarde la vidéo Foxar qui doit nous permettre de pouvoir là aussi comprendre, de lever ce niveau d'abstraction et aider chaque élève dans le processus d'apprentissage. Voilà, donc oui, c'est une vidéo vraiment d'illustration qui montre l'idée du projet, donc on peut parler par-dessus. Là, voilà, on voit, c'est une capture vidéo de l'application où en fait, avec la tablette, on se déplace vraiment, on s'approche des maquettes, on tourne autour, et ça va apporter aux élèves une simplicité d'utilisation. On travaille aussi vraiment beaucoup sur l'ergonomie pour qu'il n'y ait aucun temps de formation avant d'utiliser cet outil, pour que la technologie elle facilite les choses et qu'elle soit totalement transparente, qu'on la ressente même plus, qu'on ait vraiment l'impression d'avoir la notion du programme directement devant soi. Donc il y a beaucoup de notions comme celle-ci qui sont là, c'est les saisons, c'est dès l'école primaire qu'on voit ces notions-là, et c'est des choses qui sont assez compliquées sur le papier et qui tout de suite deviennent bien plus accessible pour tous les élèves. Et donc c'est ça l'idée, c'est de permettre à tous les élèves d'avoir un même niveau de visualisation optimal pour un même niveau de compréhension optimale. Donc là, on revient sur la chimie, sur les enjeux de comprendre la construction des atomes. Et on voit bien, et vous le stipulez aussi à travers votre présentation, c'est qu'on commence dès l'école primaire. C'est-à-dire que, puisqu'on demande très tôt à justement dépasser et à visualiser des choses qui ne sont pas dans notre réalité quotidienne. Et donc là, vous vous appuyez aussi sur ce qu'on appelle les curriculums, c'est-à-dire les programmes du programme scolaire dès le primaire. Et ça marche en primaire ? Alors oui, ça marche très bien en primaire. C'est déjà utilisé dans des écoles autour de nous en Bourgogne-Franche-Comté. On est basé à Dijon et Chalon-sur-Saône. Et c'est vrai qu'en primaire, dès l'école primaire, il y a des notions abstraites dans le programme scolaire qui en plus sont fondamentales et utilisées toute la vie. Et certaines en plus, en mathématiques par exemple, elles n'ont même pas vraiment d'illustration. Habituellement, les fractions, les choses comme ça, c'est toujours difficile à représenter. Donc dès l'école primaire, c'est même là où c'est peut-être le plus utile, à la fin de l'école primaire, début du collège, là où il y a tous ces déclics à avoir en maths et en sciences, tous ces déclics qui, si on les a, on peut construire facilement la suite des notions. Si on ne les a pas ou si on comprend mal certaines notions, après c'est tout de suite de plus en plus difficile en maths, en sciences, dans ces matières où il faut vraiment construire sur des bases. Alors, on a un point commun quand même entre vous trois, c'est la question du lien avec le monde de la recherche. On voit bien que vous êtes amenés à en permanence faire le lien avec le monde de la recherche, avec des laboratoires scientifiques. Vous aussi, c'est le cas. Comment vous êtes amenés à pouvoir là aussi faire que le monde de la recherche travaille avec vous et vous travaillez avec le monde de la recherche? Ça n'a pas toujours été le cas de pouvoir lier monde de la recherche et industrie. Et éducation, c'est des relations aussi, je t'aime moi non plus. Donc on est vraiment dans cette question-là aujourd'hui. Donc comment vous faites en fin de compte concrètement?
Alors concrètement, donc déjà là où on était en master, c'était un master recherche, donc on était déjà un peu dans ce milieu de la recherche. Et puis très rapidement, on s'est tourné vers des laboratoires de recherche spécialisés en psychologie cognitive et en ergonomie, avec vraiment ce but de faire des expérimentations dès le début, tester, et d'avoir des résultats quantitatifs et vraiment faits dans la démarche scientifique pour améliorer les choses, pour voir ce qui fonctionne le mieux, et surtout ce but-là d'arriver à quelque chose d'extrêmement ergonomique et qui ne demande aucun temps de formation, qui s'utilise directement. C'est vraiment important pour l'éducation. Et après, ensuite, c'est quelque chose qui est vraiment, en ce moment, depuis on a la chance d'arriver maintenant, il y a beaucoup de dispositifs, des incubateurs. On a notre incubateur en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle DKBFC, qui incube et accompagne les projets qui sont en lien avec la recherche publique, ce qui était notre cas. Voilà. Christine, je crois que là aussi, la question du monde de la recherche, on parlait aussi des différentes formes d'itération. Dans le cadre des investissements d'avenir, un certain nombre de projets ont été développés avec cette capacité de pouvoir faire des phases d'expérimentation, des phases de recherche et développement, de généralisation. Je pense que c'est aussi des processus aussi qui permettent aujourd'hui de développer des outils qui répondent réellement aux attentes, que ce soit des pédagogues ou des élèves. Là-dessus, on est complètement affranchi d'une vision un peu ancienne, en disant le monde de l'industrie d'un côté, de l'éduc ou de la recherche. Ailleurs, il y a un vrai enjeu de co-construction des outils. Il y aura des outils pertinents et utiles à l'élève que s'il y a une démarche de construire ensemble la ressource pour répondre à un besoin que l'enseignant sait parfaitement identifier parce que c'est son métier. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un travail très fort impulsé par le ministère, par exemple, de création de ressources très innovantes dans le cadre d'un PIA, d'un plan d'investissement d'avenir, où les académies, sous l'impulsion du ministère, ont travaillé avec les entreprises pour réaliser la ressource avec tout un ensemble de remontées de terrain autant que nécessaire, et les industriels s'engageaient à faire les modifications qui étaient demandées. Ce qui fait qu'après, vous avez un déploiement plus simple, aisé, puisque la ressource a été construite par rapport à un besoin exprimé, identifié, et surtout à des cas d'usage immédiats. Et je vous assure que parfois, il peut y avoir des éléments bloquants d'usage qui sont d'une simplicité incroyable au moment du développement. Si on les avait anticipés, on ne se serait pas retrouvé dans un fiasco parfois d'une ressource comme on a pu le connaître avant. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je tiens à dire que le monde de la recherche est très important dans la dimension du numérique éducatif parce que ce sont des technologies émergentes. Il faut absolument expliquer aux enseignants d'abord, puis et également aux familles, les transformations qui sont en train de s'opérer et en quoi on est dans un cadre déontologique, éthique, assumé, et aussi d'avoir le droit à l'erreur, c'est-à-dire se faire des hypothèses de travail, de les évaluer par la recherche et de se dire, là, on s'est trompé, il n'y a pas de plus-value, c'est pas intéressant, ou là, il y a un vrai marqueur fort et il faut l'accentuer. Aujourd'hui, nous, on pilote 21 projets de recherche en e-éducation autour de l'IA, des interfaces tangibles, et puis là, est en train de monter l'émergence de l'immersion, parce qu'il y a un enjeu là de maturité des projets qui méritent qu'on s'y attarde. La question de l'éthique, c'est abordé. On en avait parlé aussi avec Olivier. C'était éthique partagée parce que on n'a pas abordé encore une question, mais qui est assez fondamentale quand on est amené aussi à parler d'immersion. C'est la question de la donnée et de la place de la donnée, puisque tout ça fonctionne avec la donnée. Et bien évidemment, la question de la protection des données est pas une petite question dans le domaine de l'éducation. Vous aussi, au sein d'Ubisoft, comment vous intégrez aussi cette dimension éthique, cette capacité à pouvoir faire que demain, on soit, le fait d'utiliser tous ces environnements-là nous garantisse aussi notre liberté individuelle? On l'aborde sous plusieurs angles. Déjà, effectivement, le problème des données chez nous. Voilà, comme toute industrie technologique, on utilise un certain nombre de données. On est capable d'enregistrer des tas de choses dans ce que font nos utilisateurs. Donc, en termes de partage d'informations vers l'utilisateur lui-même, déjà, sur qu'est-ce qu'on utilise comme données et pourquoi, on se doit d'être transparent, en fait. Donc, nous, on est d'abord là pour comprendre le comportement, comprendre les difficultés que rencontre la personne dans l'utilisation de l'expérience. Cela nous amène aussi à comprendre ce qui plaît à l'intérieur de nos jeux. Donc,
Si vous me permettez l'expression, on peut voir les zones dépeuplées dans nos mondes qui attirent moins les utilisateurs. Donc, ça nous donne aussi des enseignements créatifs pour la suite en se disant, voilà, ce type de contenu ne plaît pas. On va prendre ensuite des engagements éditoriaux sur un certain nombre de types de contenus. On est conscient de la force de l'immersion, comme je vous le disais tout à l'heure, émotionnellement, on est sur des terrains qui peuvent être extrêmement forts. Donc, on va décider, avant de les faire, de ne pas aller vers certains genres d'expériences. Donc, les expériences plutôt horrifiques et qui sont quand même des types d'émotions que les gens recherchent dans l'entertainment. Vous voyez le succès du cinéma d'horreur. En VR, ça nous fait peur d'aller sur ce terrain-là. On se dit, il peut vraiment y avoir des problèmes. Alors là, donc, en tant qu'éditeur, on peut se dire de laisser ce marché à d'autres. Et certains y vont. On le voit sur les App Store. Voilà, il y a quand même beaucoup de jeux de ce type-là, mais on préfère pas y toucher. On découvre aussi des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Mais je vous parlais de la présence du corps. On va faire un risque physique. Donc on se doit aussi de faire des essais dans ce sens-là pour prévenir tout risque physique, malheureusement. Dans l'expérience d'Escape Game que je vous ai montré en réalité virtuelle, on a vu des gens en playtest qui ont essayé de s'appuyer sur un bureau qui n'existait pas. Donc là aussi, nous, on a droit à l'erreur et on apprend de ce qu'on a pu faire. Donc oui, on se doit d'être vraiment attentif à ces choses-là. Et comme vous le disiez, on voit également les changements de perception autour de notre industrie. On a pu voir les changements de position de l'OMS autour du jeu vidéo, voilà, où on est passé de quels sont les risques liés au jeu vidéo à finalement, pendant la pandémie, c'est pas si mal que ça, le jeu vidéo. Et on l'a vu dans les expériences que vous avez montrées dans le collège virtuel. Ouais. Pour les enfants pour lesquels rester bloqués chez eux pendant des mois, c'était un trauma. Ouais. Garder un lien social par le virtuel, pour eux, c'était quand même fondamental. La quête de sens, c'est un peu tout ça derrière aussi, tout ce que vous exprimez. C'est aussi pour ça que vous êtes allé dans le domaine de l'éducation. Mais c'est facile de travailler avec le monde de l'éducation ? Alors oui, ça dépend sur quel sujet. En fait, au niveau de la co-construction dont vous parlez, ça a été vraiment très facile depuis le début. On a pu rencontrer beaucoup d'enseignants très intéressés dans les académies, les délégations académiques au numérique éducatif, le réseau Canopé avec qui on a beaucoup discuté aussi. Donc tout ça, ça nous a vraiment permis de co-construire justement et de faire quelque chose qui va vraiment être utile et qui va s'adapter au vrai fonctionnement dans une classe, pour surtout pas faire quelque chose de déconnecté de la vraie utilisation finale. Après, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est de trouver comment on peut proposer ça à l'éducation nationale. On avait essayé un peu d'imaginer un modèle économique pour les établissements, mais c'est quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, on voit que ça va peut-être être plutôt avec les collectivités. Il y a la collectivité, il y a Dijon Métropole qui on discute aujourd'hui, qui pourrait bien prendre la licence de notre application pour toutes les écoles de la métropole pour l'année scolaire, dans une phase un peu de test pour l'instant. Et puis, donc voilà, on va peut-être aller de ce côté-là, et puis peut-être aussi du côté des parents directement. On a beaucoup de parents d'élèves qui ont vu ce qu'on faisait et qui nous demandaient d'avoir un modèle pour eux directement. Ça passe pas forcément que par l'école, mais aussi à la maison. La recherche de partenariat est absolument essentielle quand on est amené à travailler dans l'éducation et le numérique. Christine, nous sommes dans une région particulièrement très avancée en matière de numérique et d'éducation, puisque je rappelle que la région a fait des gros investissements sur ces 4 dernières années autour de lycées tout numériques. Aujourd'hui, tous les lycées sont tout numériques et ça a été aussi une des premières régions à vraiment aller dans cette volonté de faire que le numérique soit vraiment présent dans l'éducation. Là aussi, la question du partenaire, la question des relations avec les collectivités, la question de pouvoir construire ensemble tous ces dispositifs essentiels. On va avoir une vidéo qui montre justement cette dynamique de partenariat au sein des établissements et au sein des lycées, mais c'est aussi ça, votre rôle en matière de délégué académique au numérique, c'est de faire que tout le monde puisse travailler ensemble. C'est vrai que c'est vraiment le cœur de notre mission.
on a plusieurs tâches. D'abord d'identifier des opportunités pédagogiques pour nos élèves. Et puis ensuite, on a un travail avec nos partenaires qui sont les collectivités territoriales qui ont un rôle majeur autour de l'éducation et du numérique. Elles nous accompagnent au quotidien. Vraiment, c'est très, très important que ce soit les communes, les communautés de communes ou encore les conseillers départementaux, la région Grand Est. Enfin, on a un écosystème numérique, nous, dans le Grand Est, qui est remarquable. Et c'est vrai qu'il y a un engagement fort, on peut en être fier parce que c'est aidant et ça nous permet d'avoir un système sécurisé pour avancer, évoluer, expérimenter. Et en face, nous, il faut qu'on accompagne, qu'on forme et qu'on donne des indicateurs d'usage. C'est-à-dire que la question de l'équipement, elle n'a pas forcément été encore abordée. Je la pose simplement. Il y a 2 ans, cette table ronde, on ne pouvait pas la faire, pas parce qu'il n'y avait pas de pandémie, c'est parce qu'il n'y avait pas de cas d'usage et qu'on n'avait pas d'équipement adapté à des usages classes autour de l'immersion. C'est-à-dire qu'on était, enfin moi je sais parce qu'au niveau de la DAN, j'équipe de matériel innovant pour qu'on ait un avis. Et en fait, à chaque fois que je voulais faire de l'immersion ou de la VR, il fallait que j'ai un gros ordinateur relié à des casques Oculus. C'était peu mobile dans les salles de classe et donc on avait un obstacle lié à l'équipement. Et j'ai eu la chance d'aller au CES il y a 2 ans et en fait, j'ai rencontré plein d'experts qui m'ont dit allez sur les cas d'usage parce que les technos sont prêtes. Simplement, les équipementiers les sortent pas. Parce qu'il n'y a pas de cas d'usage et donc il y aura un fiasco commercial et industriel si on sort les équipements maintenant. Donc c'est aussi mon travail d'être un peu en veille et en avance de phase pour aller clairement sur les cas d'usage et je m'en réjouis parce qu'effectivement on va vous montrer une vidéo d'un travail qu'on a mené parce que les équipements arrivent et qu'on va pouvoir faire ces types de pratiques. On regarde la vidéo, c'est le rallye français à Longeville. Donc on est au cœur et on voit bien que la région est très très mobilisée autour de ces questions en matière d'immersion et d'éducation. Le rallye lecture est un dispositif pédagogique destiné à faire lire les élèves et le plus possible puisque l'activité leur est proposée sous forme de défi. L'originalité de ce projet est qu'il s'est appuyé sur le monde virtuel pour proposer aux élèves des activités qui s'adressent à leur sensibilité pour, dans un second temps, partager cette lecture sous forme de lecture oralisée au sein d'un monde virtuel. Un monde dans lequel ils sont dans un cocon, dans une bulle, sous forme d'avatar, et cela leur permet d'exprimer pleinement leur potentiel, sans avoir à se soucier du regard d'autrui. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'était vraiment réaliste d'être dans l'environnement. Par exemple, moi, j'ai choisi les dinosaures, et je me sentais vraiment tout petit à côté d'eux. J'ai appris à mieux me servir des outils numériques, par exemple Geniali. Dans nos cours de français habituels, on a tendance à écrire, à réviser des dictées, à nous faire lire, alors que là, c'était une expérience hors du commun. Moi, j'ai choisi les requins. Donc, j'ai ressenti de la peur parce qu'on était enfermés dans une cage et j'avais tellement peur que je suis montée sur la chaise. Les élèves, lorsqu'ils nous arrivent en 6e, sont évalués sur des compétences en mathématiques et en français et on s'est rendu compte que la fluence, c'est-à-dire la fluidité dans la lecture, était un axe sur lequel il fallait que l'on travaille en priorité. J'ajouterais que pédagogiquement, ça a de vrais intérêts et pour le numérique et pour l'apprentissage du français. Et puis je terminerai en disant que l'intérêt, c'est vraiment que les élèves prennent du plaisir et du plaisir à apprendre. Le groupe de travail et de production réalité virtuelle piloté par la DAN est un groupe de travail académique qui réunit une quinzaine de professeurs de différentes disciplines pour réfléchir ensemble et pratiquer de la mutualisation d'expertise sur ce champ de la réalité virtuelle dans les enseignements. Cet accompagnement va encore franchir un cap grâce au projet Lune, une démarche de laboratoire des usages numériques en territoire, comme signifie l'acronyme. Pour cela, un slogan, la DAN, quels sont vos besoins? La DAN vous accompagne. Et nous nous appuierons à la fois sur le réseau des labs en territoire pour prendre en compte les besoins qui auront émané des différents usagers. J'ai découvert un projet magnifique
qui met en lien les lycéens, les collégiens, les écoliers, qui met la technologie au service de la lecture et qui, en plus, a enthousiasmé les élèves, ce qui était une évidence. Le plaisir d'apprendre avec le monde virtuel et avec le numérique, hein, c'est ce que nous montre aussi cette vidéo. Merci à tous pour cette partie et en tout cas cette capacité à aussi vous investir pour développer des nouveaux projets, des nouvelles sociétés, des nouvelles entreprises et faire que le numérique et l'immersion prennent aussi toute sa place. Peut-être encore quelque chose à préciser, Christine, non ou... Ce que je trouve intéressant qu'on a peu expliqué dans la vidéo, c'est qu'en fait, ce sont des lycéens de technologie qui ont développé les images immersives pour les collégiens. Et donc, vous voyez, par rapport à toute la force vive qu'on a la chance d'avoir en France, il faut se rendre compte de toute cette matière grise là qui est en train d'être là, de germer dans nos établissements de formation. On a énormément de chance et vraiment... Je souhaiterais vraiment qu'on puisse tous continuer d'être soutenus dans cette dynamique de construction de ressources et de contenu parce que on a vu de la culture à l'éducation, aux enjeux économiques. Il y a quelque chose qui se joue en France et qui est déjà présent dans nos lycées et dans nos universités. Voilà. Développer les compétences du XXIe siècle en tant que nouveau délégué ministériel en charge des compétences du XXIe siècle, je suis bien chargé de là aussi faire que nous puissions utiliser tous ces outils-là pour développer ces nouvelles compétences et en particulier la créativité des élèves. On le voit bien à travers ce type de projet. En tout cas, merci à tous les trois. Olivier va rester encore avec moi pour la dernière intervention avec Nicolas Dupin de France Immersive Learning. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonjour Nicolas, merci Nicolas Dupin, merci d'être avec nous. Alors vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle France Immersive Learning. Vous allez nous expliquer un peu en quoi consiste cette association, mais elle est là aussi pour structurer l'ensemble des acteurs de la filière en matière de immersion, éducation, formation, tous ces enjeux-là. On a parlé aussi beaucoup de compétences, ou en tout cas on a commencé à parler de compétences et on voit bien à quel point aussi ces enjeux-là sont très très importants. Expliquez-nous un peu aujourd'hui quel est votre rôle et comment vous avez aussi une vraie expérience dans l'éducation, puisque je ne vais pas refaire tout votre parcours, mais vous connaissez cet environnement-là aussi de manière très très fine. Et donc quels sont aujourd'hui les objectifs de l'association que vous êtes amené à porter et comment vous êtes amené à travailler aussi avec l'ensemble des acteurs? L'objectif de l'association France Immersive Learning, qui a été fondée par 6 grands acteurs de la transmission, permettez-moi de les citer, le CNAM, l'Université Paris-Est Créteil, Natixis, Orange, mais aussi la GFIP, on parlait d'accessibilité tout à l'heure, les enjeux sont extrêmement importants, et puis un Cariforef, un acteur de la formation tout au long de la vie francilien qui s'appelle Défi Métier. Donc cette association existe depuis fin 2018, avec 2 ambitions. La première, c'est de porter à la connaissance de tous le fait que ce que nous appelons les technologies immersives, on va les préciser pour savoir bien d'où on parle, ces technologies sont le vecteur du renouveau, du plaisir d'apprendre et de transmettre, et qu'il s'agit d'une véritable révolution, et je vais repréciser dans la deuxième partie. Et la deuxième conviction, c'est que la France peut être un acteur majeur de ces technologies, parce que nous avons un écosystème de créativité, de pédagogues d'une richesse incomparable, que beaucoup de pays nous accaparent souvent. Le monde du jeu vidéo en est un très bon exemple. On a perdu beaucoup de talents, enfin on les a pas perdus, en tous les cas ils sont allés travailler dans d'autres pays que le nôtre, et que donc sur ces technologies qui, comme Madame le disait, sont des technologies émergentes, mais matures pour certaines, nous avons aujourd'hui une fenêtre d'opportunité pour développer en France une filière d'excellence sur l'utilisation de ces technologies au service de la transmission tout au long de la vie. Et que derrière cela, il y a des enjeux de création d'emplois, de création de valeur,
et de souveraineté numérique qui sont tout à fait considérables. Et donc, notre première mission est, au sein de l'association, de porter ces enjeux, ces convictions et ces valeurs. Et puis, par ailleurs, cette association s'incarne dans une structure qui, elle, est opérationnelle, qui s'appelle l'Immersive Learning Lab, qui est aujourd'hui un lieu sans pareil à Paris, puisque nous avons 700 mètres carrés qui sont dédiés à la découverte, l'appréhension et la maîtrise de ces technologies au service des processus de transmission. Et que donc, ce lab est là pour accompagner les organisations à ce qu'elles comprennent en quoi ces technologies sont très spécifiques, et monsieur en a formidablement bien parlé, et qu'elles soient en capacité ensuite de s'organiser avec méthode pour pouvoir les déployer dans la vraie vie et faire que les enseignants puissent trouver à travers ces outils le vecteur d'un renouveau de leur pratique professionnelle. Et ce que présentait cette jeune société Foxar est très intéressant dans cette capacité à lever les abstractions et à les rendre intelligibles. Et donc à accompagner les organisations pour que les phases de conception, de mise en œuvre et de déploiement de ces technologies aboutissent à des véritables succès qui engagent une transformation digitale, parce qu'à nouveau, on est dans une phase de révolution digitale et qu'il est nécessaire de la prendre avec méthode si on veut être efficace. La question de la formation, bien évidemment, formation tout au long de la vie, mais au-delà de ça, c'est la question de l'insertion professionnelle. On peut parler de ça en préparant notre table ronde. Vous me parliez du reverse monitoring. Comment aujourd'hui, en fin de compte, on est amené à faire que chaque collaborateur va devoir s'adapter à ces nouveaux environnements numériques dans le monde du travail demain. On parlera aussi, parce que je pense que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore totalement abordé jusqu'à maintenant dans la table ronde, c'est la formation professionnelle, qui est un enjeu absolument essentiel. Voilà, comment aujourd'hui la question de l'insertion professionnelle, la formation professionnelle tout au long de la vie, comment aussi toutes ces dimensions sont prises en compte aujourd'hui à travers l'ensemble des acteurs que vous êtes amenés à pouvoir accompagner. Alors, il serait souhaitable qu'on ne demande pas aux collaborateurs de faire l'effort de s'adapter à ces technologies, mais qu'ils y trouvent du plaisir et qu'ils le fassent avec enthousiasme. En tous les cas, c'est notre conviction, parce que ces technologies sont magiques. Elles ont véritablement une capacité à changer notre rapport à la réalité, même si effectivement, au sein de l'association, qui est aujourd'hui composée d'une centaine de membres, dont parmi les meilleures entreprises françaises du domaine, et plusieurs interviennent pendant ce très bel événement. Félicitations Alexandre. La notion de plaisir, et vous en parliez très bien, monsieur, la notion de plaisir est essentielle. Nous, quand on parle des technologies immersives, j'ai eu l'occasion de formuler le sujet par le troisième écran, considérant que la télévision ou le cinéma était le premier, que les ordinateurs et les tablettes sont le second. Celui-ci est le troisième. Et l'intérêt du troisième écran, c'est que l'écran disparaît. Ce que nous, on appelle l'immersion, qui peut se faire de plusieurs manières, on pourra peut-être en discuter si vous voulez, mais c'est qu'on ne regarde plus un écran, mais on rentre dans l'écran. Et à ce moment-là, comme vous le disiez très bien, on va vivre des émotions, des aventures, on va se retrouver dans des mises en situation professionnelles qui vont permettre la répétition, le droit à l'erreur, vous aviez à nouveau parfaitement raison, et que cette réalité de l'immersion, à partir du moment où l'écran disparaît parce qu'on utilise des périphériques que l'on met devant les yeux, elle est vecteur, effectivement, à mon sens, et je pratique la réalité virtuelle quasiment tous les jours, elle est vecteur du plaisir et d'augmentation de nos capacités, en particulier professionnelles. Mais vous avez raison de commencer le sujet à l'orientation. On a d'abord l'enseignement initial, où on va commencer à se doter des outils intellectuels qui vont permettre, et puis à un moment, il faut choisir son métier. Aujourd'hui, notre société est assez contrainte. Ces technologies qui sont par nature ubiquitaires, c'est-à-dire, vous le disiez très bien tout à l'heure, votre corps est un endroit, votre esprit est ailleurs, permettent de se rendre absolument partout dans la planète, dans le passé, dans le futur, dans l'espace, dans le symbolique, dans le réel. Voilà. C'est ça les pouvoirs magiques. Une partie des pouvoirs magiques de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir se projeter dans des environnements et donc choisir son orientation professionnelle avec plus de conscience et plus de motivation qu'on le fait aujourd'hui avec des supports traditionnels qu'on appelle flat, qui sont les écrans, qui ont une grande qualité, qui sont des outils de transition vers cette nouvelle révolution de l'ubiquité et des pouvoirs magiques de la réalité virtuelle. Alors, je pense que là aussi, Olivier, oui. Ce qui est intéressant par rapport à la formation professionnelle, ce que je vois par le prisme jeu vidéo, c'est à quel point le métier de quelqu'un peut devenir le divertissement de quelqu'un d'autre. On voit des genres de jeux qui apparaissent sur le marché, qui ont du succès, où on va jouer
un métier que l'on ne pratique pas forcément au quotidien. On voit des jeux. Je vis ma vie, quoi. À la télévision, c'était je vis ma vie. Exactement, exactement. Pilote d'avion, pilote de train, ou bien rénovateur d'appartement. Pilote d'une foreuse dans le Grand Paris Express en ce moment qui est en train d'être corrigé. Vous voyez, personne ne peut piloter une foreuse. Eh bien, en fait, appel à la Société du Grand Paris, on pourrait le faire, en fait. On pourrait montrer ce que c'est que de piloter ces engins incroyables, mais tous les autres engins incroyables. Voilà. Là, On parle de formation. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une vidéo qui montre un enseignant totalement dans sa pratique de classe, qui a été amené à développer toute une pratique pédagogique de manière très très simple. On va le voir. Et je pense que là aussi, c'est à travers cette simplicité aussi des outils et des usages qu'on est amené à pouvoir faire qu'il y a une certaine vulgarisation de l'ensemble de toutes ces approches, nouvelles approches en lien avec les outils numériques. Je vous propose qu'on regarde la vidéo et on réagirait là-dessus. Ça s'appelle Cahier augmenté. Aujourd'hui, ce que l'on a fait en classe, c'était faire une activité qui avait pour objectif de montrer comment des végétaux pouvaient se disperser et conquérir de nouveaux environnements dans le cadre du peuplement du milieu par les êtres vivants. Là, je voudrais que vous me montriez comment vous pensez que cette semence dans la nature va faire pour se déplacer. D'accord? Donc, je te filme et comme ça, tu me montres comment tu penses que ça marche. Ok, nickel. D'accord. Alors, ça, vous essayez de me rédiger le petit texte qui explique le résultat de votre observation. Les élèves avaient donc une tâche d'activité classique. Ils avaient à leur disposition des tablettes qui leur permettaient, en fin de compte, d'avoir accès à ces capsules dans le cadre d'un soutien, en fin de compte, à leur questionnement dans la réalisation technique de l'activité. Je vous lance l'application. Quand vous avez une difficulté pour dessiner ou légender, vous scannez l'activité. On est dans une situation de classe où on a besoin d'une tablette ou d'un smartphone ou de n'importe quel objet capable de capturer de l'image. Une fois qu'on a récupéré cette image, on a à utiliser une plateforme pour pouvoir stocker la ressource. Ensuite, on crée un lien vers l'activité papier qu'a fait l'élève. Et depuis ce lien-là, l'élève va récupérer la ressource quand il est chez lui. Ce que je vais faire, c'est récupérer les vidéos que l'on a tournées tout à l'heure avec les élèves en classe et je vais les superposer sur les images de l'activité pour qu'ils puissent les avoir ensuite à la maison. J'indique que je veux que ce soit le chardon. Je vais appliquer sur cette image la capsule de tout à l'heure que l'on a tournée en classe. Donc, je la télécharge, elle est dans mon album photo. Et ici, je récupère ma vidéo de chardon. À jeudi prochain. Au revoir. Le cahier classique de l'élève, c'est des activités qui répondent à des problématiques et ensuite des notions. Quand l'élève retourne dans son cahier pour apprendre ses leçons, il est obligé de faire un effort pour se souvenir des situations de classe et afin de s'approprier la connaissance qui est dans son cahier. L'apport de la réalité augmentée, en fin de compte, c'est que l'enseignant, quand il prévoit ses activités, il y associe les images qui vont être soit un soutien dans la réalisation de l'activité, soit des situations de classe filmées ou photographiées qui vont indicer la mémoire de l'élève et lui permettre d'accéder plus facilement aux souvenirs de la séance et de faire le lien. Ça fait 3 ans que j'utilise la réalité augmentée. En fin de compte, le temps que l'usage du smartphone, des tablettes rentre dans le quotidien des élèves et que le taux d'équipement des élèves devienne suffisamment conséquent pour ne pas créer de fractures, on va dire, entre les différents élèves qu'on avait. Le vrai bonus de la réalité augmentée, c'est déjà de donner envie à l'élève d'ouvrir son cahier. Il n'y a plus le côté rébarbatif, il y a de l'image, il y a du son, ça donne envie. Deuxième aspect, ça va être d'aider à remobiliser le souvenir de ce qui se passe en classe et du coup de faciliter le travail d'élève. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il est facile à mettre en place. On peut capitaliser en fin de compte ces ressources au fur et à mesure des années pour pouvoir ensuite en ajouter. Donc, on a besoin d'un smartphone ou d'une tablette. On peut le faire aussi sur un ordinateur qui est connecté pour ce qui est de la préparation à l'avance. Ça prend le temps de prendre l'image, le temps, en fonction du débit, de mettre l'image sur le net.
Et ensuite c'est fini, c'est déjà fini. Les élèves d'aujourd'hui sont dans le monde du numérique. Et si on veut les préparer efficacement à leur vie d'adulte et à l'intégration dans le monde professionnel qu'ils vont devoir vivre d'ici 4, 5, 6 ans, à un moment donné, il faut qu'ils connaissent les outils, qu'ils les utilisent et qu'ils se les approprient. Donc on ne peut pas faire abstraction de ces nouvelles technologies. Donc on voit bien la question de l'intégration, la question de l'insertion professionnelle, la question de développer des compétences numériques. Ça a l'air tout simple comme ça, non ? Ça l'est de plus en plus. Hein. Oui, on est sur des technologies qui sont aujourd'hui à un niveau de maturité, en particulier à la réalité virtuelle. Le sujet de la réalité augmentée est assez intéressant, je trouve, parce que je considère que c'est un anachronisme historique. C'est-à-dire que tous les outils de production, les assets 3D, Sketchfab aujourd'hui est le store mondial devant tous les GAFAM, qui vient d'ailleurs d'être acheté par Epic. Voilà, vous avez une quantité d'assets 3D que vous pouvez mobiliser à travers effectivement des périphériques existants, qui est juste absolument colossal. Donc ces outils, ces technologies sont matures, même si l'anachronisme historique est que les outils, les contenus sont disponibles pour la réalité augmentée, mais pas les périphériques. La vraie réalité augmentée, c'est celle de demain, lorsqu'on aura des lunettes qui nous permettront effectivement d'afficher ces éléments digitaux et d'avoir cette notion d'immersion, c'est-à-dire on ne regarde plus un écran, mais on est dans l'univers, que ça soit un univers réel, c'est la réalité augmentée puisqu'on utilise des lunettes et non pas des casques occultants, et à l'autre bout, c'est la réalité virtuelle, où cette fois-ci on s'isole du monde réel, ce qui ne veut pas dire du tout une expérience solitaire, hein, comme ça a pu être mentionné, mais au contraire une expérience collective planétaire, hein, puisqu'on peut rencontrer des gens en réalité virtuelle sans notion de distance, cette idée d'ubiquité, et d'avoir des activités qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur des phases de transition où il est extrêmement intéressant de voir qu'effectivement les enseignants, les formateurs et leurs élèves, leurs apprenants, se saisissent de ces technologies qui sont de plus en plus accessibles pour développer des nouvelles compétences qui, pour le coup, vont être nécessaires aux entreprises à partir du moment où ces jeunes et ces moins jeunes, lorsqu'ils arrivent en fin de cycle, sont nécessaires aujourd'hui dans les entreprises pour s'adapter aux nouvelles données économiques. Et c'est un peu cette notion de reverse engineering que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est que plus effectivement le monde éducatif est de la formation tout au long de la vie. Moi, je pense qu'il faut conserver ce continuum. La formation initiale n'est qu'une phase et qu'on gagne et on prend du plaisir à apprendre toute sa vie. Moi, j'ai repris 2 fois des études. Ça a 2 fois été des moments pivots et surtout des moments d'extrême satisfaction personnelle de reprendre des études. Donc, conservons cette notion de continuum dans lequel effectivement il y a une phase d'orientation initiale, mais on change de plus en plus de métiers, donc on a à nouveau des choix d'orientation à faire. Développons tout au long de ces dispositifs de formation l'usage de ces technologies qui permettent effectivement de rendre tangible, d'apprendre par le faire, de mieux mémoriser. Le monsieur le disait très bien, à partir du moment où on a vécu une expérience et qu'on peut la rejouer, eh bien c'est bien plus profondément ancré dans sa mémoire que lorsqu'on assiste passivement à un contenu. Et à partir du moment où les jeunes, les moins jeunes maîtrisent ces technologies, elles gagnent une plus-value de compétences professionnelles qui, aujourd'hui et demain, va être de plus en plus nécessaire aux entreprises. Et là, on gagne un très fort vecteur d'orientation et de construction de son parcours professionnel. Alors, vous nous avez expliqué aussi tout à l'heure que vous aviez développé un lieu, un espace. La question des tiers-lieux aussi, une question assez essentielle quand on est amené à parler de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, puisqu'on a un enjeu d'acculturation réel aujourd'hui autour de toutes ces notions et autour de tous ces outils. Là aussi, comment votre tiers-lieu doit être à faire de lance de ce qui peut exister en matière d'immersion et comment vous êtes amené aussi, et on voit aussi la semaine dernière, le Premier ministre a entre autres été amené à valoriser toute la politique des tiers-lieux et le développement de tiers-lieux en se rendant en région Normandie où il a cherché à faire que le tiers-lieu puisse devenir aussi des espaces de co-construction du savoir. La première chose qu'il faut dire effectivement sur l'existence de cet endroit, de cet Immersive Learning Lab, c'est que lorsqu'on parle des technologies immersives, en particulier avec le niveau d'exigence qu'est le nôtre, c'est-à-dire le 3e écran, des périphériques portés devant soi, c'est qu'il faut expérimenter ces technologies. Tant que vous n'avez pas mis un casque de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée, même s'il y en a peu, il commence à y en avoir, vous ne percevez pas l'exceptionnelle plus-value de ces nouveaux médias et de ces nouvelles portes ubiquitaires.
Donc, il faut mettre des casques de réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée lorsque l'on veut développer un projet. Donc, il faut qu'il existe effectivement des endroits ludiques, il existe des endroits où on peut vivre des expériences. MK2 avait ouvert le premier espace comme ça, il y en a d'autres en France. Eva, qui aujourd'hui fait du sport en réalité virtuelle, hein, bon, assez dans l'esprit de Splinter Cell par exemple, mais en tous les cas, voilà, ouvre aujourd'hui, je crois, sa 18e salle, membre de France Immersive Learning, ça va sans dire. Donc, il faut aller faire de la réalité virtuelle pour pouvoir appréhender le potentiel de ces technologies et ensuite le mettre en rapport avec ses besoins et ses ambitions. Ce que nous essayons de faire avec ce pôle de compétences, qui est donc composé de l'association et de son lab, c'est de créer une usine à savoir ces technologies, à savoir faire. Quand je parle de savoir-faire, c'est savoir concevoir, mais c'est aussi savoir distribuer, mettre en œuvre, savoir utiliser. Et avant tout, puisque nous sommes très focalisés sur l'utilisation de ces technologies au service de la transmission d'une manière générale, c'est savoir transmettre. Et ça s'apprend. On est sur des sujets et des médias qui, comme ça a déjà été dit, sont des médias très émergents. Donc il faut absolument s'approprier les spécificités de ces environnements spatialisés pour repenser les activités pédagogiques au sens large, ou andragogiques, on va dire pédagogiques et andragogiques, de façon à adapter la puissance de ces médias aux dispositifs dont on a besoin. Donc l'idée avec cet Immersive Learning Lab, c'est bien de faire un cœur d'un réseau qui ensuite va pouvoir se répliquer en région de façon à fonctionner comme un cœur, descendre de la connaissance, des contenus, descendre un réseau, okay, puisque l'association France Immersive Learning est bien le point d'entrée sur l'ensemble des producteurs de contenu. Et il était justement dit tout à l'heure que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas les périphériques qui existent. Vous pouvez tous aller acheter un casque de réalité virtuelle à la Fnac, chez Darty, chez But pour 350 €. Même si c'est un casque qui appartient à Facebook, et donc il y a des contreparties que vous avez rapidement évoquées sur la question des données tout à l'heure. Voilà, donc l'enjeu est vraiment de créer un réseau qui permette de se nourrir et de diffuser ces savoirs pour que, in fine, l'objectif premier de l'association qui est de créer une filière d'excellence française de l'immersive learning pour que nous puissions développer les compétences de nos jeunes et des adultes, hein, de tout à chacun, découvrir le plaisir d'aller visiter des musées sans nécessairement être en capacité de le faire parce que tout le monde ne peut pas venir dans ce très beau musée de Metz. Donc, faire que la France soit un des acteurs majeurs de cette révolution qui, nous n'en doutons pas, va complètement, de la même manière que les smartphones l'ont fait dans la décennie qui vient de passer, totalement bouleverser la décennie qui vient. On voit bien aussi hein, qu'à travers ces espaces de tiers-lieux, la capacité, par exemple, qu'un enseignant d'aller dans un tiers-lieu, c'est aussi sortir de son monde et être en capacité d'être dans un autre endroit différent de la classe et différent aussi à un endroit de sécurité, un peu, où il va pouvoir se tromper lui-même et apprendre différemment. On a été amené aussi à aborder, quand on a échangé ensemble, sur la question de l'architecture scolaire. D'une certaine façon, on va changer aussi de bâti scolaire parce que vous m'expliquez, une classe, il faut pas qu'il y ait de meubles dedans pour faire de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, en tout cas de la réalité virtuelle plus que de la réalité augmentée. Mais... Plutôt de la réalité virtuelle, oui, effectivement. Ce qu'on appelle les technologies immersives, c'est un ensemble de technologies qui sont très différentes et qui, spatialement, en termes d'aménagement des espaces, modifient les choses. Donc, il y a la réalité augmentée, qu'on a aperçu et qui demain vous mettra votre GPS ou vos messages devant les yeux. Il y a la réalité mixte qui permet d'interagir avec des objets digitaux dans le monde réel. Donc là, on est toujours sur des choses non occultantes. Et puis ensuite, on a la réalité virtuelle qui, cette fois-ci, permet de s'immerger complètement en étant libéré du monde extérieur. Et là, à chaque fois, ce sont des constructions pédagogiques qui sont différentes parce que ce sont des médias qui sont différentes et ce sont des organisations spatiales qui sont différentes. On doit rajouter dans ce qu'on appelle le continuum de Milgram, qui permet de classifier ces technologies, la vidéo 360, qui est un formidable média qui permet, d'ici à la fin de l'année, le studio Félix et Paul, qui est un formidable studio québécois, va permettre à tout à chacun, en 360 degrés stéréoscopique, c'est-à-dire en relief naturel, d'être au bout du bras télescopique de la station ISS et de voir la même expérience que celle d'un astronaute. Sauf que vous n'êtes pas monté dans une fusée et que vous n'êtes pas en apesanteur. Mais on est là dans une quasi-réalité qui nous est
physiquement inaccessible et qui devient là parfaitement tangible. La vidéo 360, c'est un très bon média parce que vous n'avez pas besoin de bouleverser l'organisation spatiale, vous avez besoin juste d'une chaise pivotante. Donc c'est un vecteur très puissant d'appropriation des technologies immersives et puis en même temps en termes de conception, puisqu'on capte un environnement réel. Il y a des très gros enjeux de scénarisation pour rendre le sujet intéressant, mais voilà, on est sur des choses qui sont assez économiques à produire. Si par contre vous faites de la réalité virtuelle, vous avez besoin de pousser les meubles. L'intérêt, c'est de se déplacer et d'interagir dans ces univers. Donc, il faut enlever les meubles. Donc, on a besoin de vider les salles de classe ou bien d'aller sur les terrains de sport de façon à pouvoir collectivement avoir cette ubiquité, cette téléportation possible dans tous les champs de connaissances, même si la réalité virtuelle et ces technologies ne répondront pas à tous. Donc, il y a des vrais, effectivement, enjeux d'adaptation des environnements. Et on en revient là à notre triptyque, conception, mise en œuvre, déploiement. La question du déploiement est un véritable enjeu, y compris dans ses dimensions physiques. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Je crois que nous avons une question dans la salle ou des questions dans la salle. Voilà, on vous écoute. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Stéphane Juffet, CEO de la société Bimersive. J'ai remarqué depuis le début de cette table ronde, j'ai pas trop entendu parler de se baser sur les usages des adolescents d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui sont sur Fortnite, Roblox, Discord, qui passent leur vie connectée, etc., qui font des lens et qui font de la réalité augmentée toute la journée avec Snapchat et Instagram, et en se faisant des selfies et en envoyant leurs selfies à leurs amis. Et je me demande, est-ce que leurs usages du quotidien sont pris en compte pour des outils pédagogiques en réalité augmentée ou en réalité virtuelle ou en 3D tout court. Est-ce que cette démarche, elle est prise en compte? Voilà, c'est une vraie question que je me pose. Quand on voit ce que fait Ubisoft dans la démarche inverse, c'est utiliser des assets d'un jeu vidéo pour en faire un truc ludo-éducatif, je trouve ça super sympa. Maintenant, je connais très peu d'adolescents qui jouent encore à la PS5, qui sont tous sur Fortnite avec un smartphone. Voilà, c'est la question que je me pose. Alors, du coup, Christine souhaite répondre, qui est restée dans la salle, voilà, qui va vous répondre aussi par rapport à cette question. J'adore votre question. Elle est formidable parce qu'elle est réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entre adultes et on se projette et on imagine et on a la culture aujourd'hui de toute l'expérience utilisateur qu'on a eue dans le domaine du numérique et dans le domaine de notre vie personnelle. Et en fait, je vous donne l'expérience d'une ressource qu'on a construite autour du bien-être scolaire qu'on est en train de développer en VR. Et on avait travaillé avec l'entreprise, etc. Et l'idée, c'était déjà de s'installer sur les personnages. Et pourtant, on est, nous, dans le monde de l'adolescent avec nos élèves et on avait plein de planches et on a testé plein de planches et on était sûr d'être moderne. En plus, c'était une jeune start-up, etc. Enfin, il n'y avait pas de problème. Par contre, on est en co-construction. On a été montrer ces personnages aux élèves. Et puis, c'est des profs qui vont demander. Alors, les élèves disent « Ah oui, ben, on vous aime bien, monsieur. C'est sympa, vos personnages, etc. » Mais c'est has-been, hein. Alors qu'on était en train de réfléchir à quelque chose pour eux. Et donc, ils ont une perception du monde de la VR ou de ce dont. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que nos jeunes savent ce qu'ils veulent et ils savent de quoi ils ont besoin. Ils sont très lucides sur les pratiques qu'ils ont. Alors, on verra les questions éthiques, hein, mais en tout cas, ils sont même lucides sur la question de la donnée, etc. Ils ont une culture du numérique qui est très intéressante. Ils se projettent. Et en fait, on a reconstruit toutes nos planches et on est revenu avec notre copie à plusieurs reprises. Et un jour, ils ont dit ça, ok, ça nous convient. On ira faire les activités que vous nous proposez parce que vous êtes bien dans le monde dans lequel aujourd'hui on est. Donc, il y a la question de la culture qui a été abordée à la première table ronde qui est essentielle. C'est la culture du monde de la jeunesse d'aujourd'hui. Et on est vraiment à bien intégrer cela dans les représentations qu'ils ont, dans les schémas. Et aussi, ça a été abordé dans les valeurs qu'ils souhaitent porter sur la société de demain. Et tout ça, on l'a par le biais des jeux vidéo, des situations immersives. On ne peut pas aller sur n'importe quoi avec nos jeunes. Ils ont vraiment des avis extrêmement construits sur la société qu'ils voudraient qu'on leur propose et donc sur l'environnement immersif qu'on doit leur proposer pour les mettre en situation d'apprenant.
Si je peux me permettre de faire deux compléments à la question de Stéphane. Moi, je travaille sur ces questions depuis 2016, ce qui commence à faire un peu, et dans le domaine de la réalité virtuelle, il y a dans cette salle et dans l'écosystème français des anciens, je suis plutôt un genou dans l'affaire de ce point de vue-là. Jusqu'à présent, jusqu'avant le Covid, qui a quand même été un grand moment de pivot, comme vous le disiez très bien, madame, sur de nouvelles pratiques, on a quand même passé beaucoup de temps à essayer de convaincre des adultes que ces technologies vont être adoptées en une fraction de seconde par les jeunes qui sont, et les moins jeunes, qui sont l'objectif de formation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc maintenant, les choses sont en train de changer et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir effectivement commencer à développer des pratiques destinées à ces publics-là. Et on reçoit énormément de monde au lab. Et très souvent, je reçois des parents qui essayent la réalité virtuelle. Et quand ils retirent le casque, ils disent « Waouh, c'est complètement incroyable, mais je ne vais pas acheter de casque parce que sinon mes enfants ils vont disparaître. » Donc il y a aussi cette espèce d'angoisse qui est liée à un surcroît d'écran tel que ceux qu'on les connaît, qui sont, somme toute, relativement passifs. Quand vous êtes sur un smartphone, sur une console, vous êtes assis, alors que la réalité vous met debout, en interaction, voire en activité physique. Faites un combat de boxe dans les jeux de réalité virtuelle, vous allez voir qu'au bout de 3 minutes, c'est comme si vous étiez sur un ring. Donc, y a aussi cette dimension qu'aujourd'hui, on a un frein de la part des adultes qui nous permet de développer ces technologies qui vont être adoptées à la vitesse de la lumière par les jeunes, parce qu'effectivement, ils sont parfaitement aware, comme disait notre grand acteur. Une autre question? Bonjour, bravo pour ce panel très riche. Ma question est, quel est votre point de vue, quel est votre avis sur le fait que la Chine tende à brider aujourd'hui l'accès numérique auprès des enfants, l'accès numérique au sens large, c'est-à-dire réseaux sociaux, jeux vidéo. Je crois qu'il parle d'1 heure par jour uniquement. Voilà. Plutôt 3. 3 sur le jeu online. Effectivement, c'est quelque chose qu'on suit de près. C'est intéressant d'avoir du point de vue chinois sur la question, justement. Alors, on parlait des usages, justement, donc c'est bien aussi de se mettre à la place des Chinois et de pourquoi ils prennent ce genre de décision. Et on a des retours d'informations vraiment intéressants, qui ne sont pas forcément les messages qui circulent en Occident, par ailleurs. On l'a vu notamment par rapport à tout ce qui était éducation online en Chine. Le crackdown, on va dire, là, de Xi Jinping a commencé par d'abord les boîtes qui bossent sur les équivalents du Udemy en Chine. Et la raison que vous donneront des Chinois, si vous interrogez là-dessus, c'est que pour eux, c'est s'attaquer à un levier inégalitaire. Les enfants chinois, à cause de la démographie, ont une pression sur les épaules incroyable. À cause de la politique de l'enfant unique en Chine, on a des enfants qui doivent subvenir aux besoins de leurs 2 parents, des petits-enfants qui doivent subvenir aux besoins de leurs 2 parents, leurs 4 grands-parents. Donc on place, à cause de cette politique qui a existé, les enfants chinois dans un modèle ultra compétitif où on leur met une pression de dingue pour qu'ils surperforment à l'école, pour qu'ils aient des carrières hyper lucratives. Et on leur fait du mal en faisant ça. Et quand vous interrogez les Chinois, ils vous disent la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour arrêter cette course, cette pression de dingue qu'on met à nos gamins. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, en fait, de se dire non, on veut remettre un petit peu les cartes à plat pour arrêter aussi toutes les dérives financières qui pouvaient être engagées autour de ces choses-là, de dire voilà, je vais investir énormément pour aussi, en tant que parent, mettre une pression de dingue à mon gamin. Donc oui, il y a une vraie question sur la compréhension de ces usages-là. Et quand on prend les acteurs du jeu vidéo chinois, si vous regardez le type de produits sur lesquels ils travaillent, ils ont été aussi vers des types de jeux avec une monétisation intégrée hyper forte, hyper agressive. Donc pour certains acteurs de ces marchés du sud-est asiatique, vous avez des gens qui vont designer des jeux justement dans lesquels on doit faire pondre régulièrement de l'argent à l'utilisateur. Voilà, le système des gachas, justement, voilà, ça a vraiment été poussé au départ par là-bas. Et là aussi, on a une dérive qui impacte les ménages du quotidien, dont le crackdown de Xi Jinping vise aussi à mettre en frein à ces choses-là. Donc il y a plein de paramètres qu'on ne voit pas forcément
en Occident. C'est le jeu vidéo, mais aussi plein de pratiques associées au jeu vidéo. Voilà, la monétisation autour du jeu vidéo, la pression qui peut être liée à le temps et l'utilisation du temps que je laisse à mes enfants. Voilà, c'est tous ces paramètres qui amènent à ce genre de décision. Je vous dirais, on est créateur, on est aussi parents, nous-mêmes aussi au quotidien. Donc voilà, on parlait de quête du sens et de responsabilité, mais oui, voilà, vous aurez peut-être des cultures d'entreprise différentes d'une boîte à l'autre. Tous les gens sont peut-être pas complètement alignés, mais comme dans n'importe quel type de business, voilà, vous avez des acteurs aussi qui sont peut-être plus ou moins bien intentionnés. Nous, en tout cas, voilà, on essaiera de mettre en place un certain nombre de choses pour prévenir certaines. Merci Olivier, parce que je pense que c'était un éclairage voilà, qu'on n'attendait pas spécialement face à la question qui pouvait être posée. Et donc, je tenais à vous remercier à l'ensemble des panélistes. Merci à Alexandre Michelin, un vieux complice, d'avoir permis l'organisation de cette table ronde autour de l'éducation. Et on voit le potentiel réel aujourd'hui à travers ces environnements immersifs et la capacité aussi à développer de nouveaux usages, de nouvelles pratiques pédagogiques et aussi sûrement faire que la réussite des élèves soit meilleure et garantisse une meilleure insertion professionnelle. Merci vraiment à tout le monde d'avoir participé, à ceux qui ont regardé, à ceux qui étaient présents autour de la table ronde, à ceux qui étaient dans la salle et puis sûrement à l'occasion de continuer à échanger sur tous ces enjeux. Bonne continuation. Merci à vous.